Il n'y a jamais eu de bonne guerre ou de mauvaise paix, disait Benjamin Franklin le 11 septembre 1783. Ainsi, le gouvernement centrafricain et les rebelles avaient décidé de fumer le calumet de la paix en s'asseyant sur la même table pour signer des accords. Le 6 février 2019, c'était donc entre le gouvernement Touadéra et 14 groupes armés. Tout le monde avait vu en cela, enfin, la paix revenir en République centrafricaine. Et à peine l'élection présidentielle et les législatives se présentent que patatras, tout est tombé, les accords sont partis en fumée et ce sont actuellement les coups de feu et la fumée qui sortent au bout des canons avec des cadavres gisants comme des pastèques qui se sont éclatées dans des mares de sang. La République centrafricaine est donc en crise pratiquement depuis jeudi soir où on a entendu certaines voix discordantes et surtout des coups de feu qui ont recommencé à retentir, particulièrement vendredi. Et aujourd'hui, même s'il y a un semblant de calme précaire à Bangui ou dans d'autres villes, la République centrafricaine est sur des charbons ardents, sur un volcan prêt à brûler, où actuellement les combats se poursuivent. Les bilans ne peuvent pas être exacts, d'autant plus que les informations sont erronées, voire délirantes, manipulées, parce que utilisées d'un côté comme de l'autre pour désinformer ou alors pour rebooster les troupes et désorienter les populations qui vivent dans la psychose. Les combats ont bel et bien eu lieu entre les rebelles qui déjà le 15 octobre s'étaient réunis et avaient signé une convention, une alliance, donc 6 groupes rebelles pour, bien sûr, faire leur entrée au niveau de Bangui. S'il y a eu certains combats et que le pouvoir en place tente de vouloir assurer la communauté nationale ou encore internationale que tout est sous le contrôle, il faut se dire que rien ne peut encore être dit avec certitude dans la mesure où l'arrière-cour du pays bouillonne et que même Bangui, qu'on croit aussi sécurisé, n'est pas sécurisé. Coup de feu Mbaïki ou encore coup de feu à Bossembélé, défilé des chars où on annonce que le ministre de la Défense a envoyé 17 chars pour aller encore sécuriser tel ou tel endroit, mais toujours est-il que on a vu des autorités, donc le prophète d'une grande ville prendre fuite dès qu'il a appris que les rebelles approchaient et même les militaires ont abandonné les populations livrées à elles-mêmes. Heureusement, cette fois-ci,
les rebelles n'ont pas eu à commettre des exactions puisque leur ambition, selon le communiqué numéro 2 qu'ils ont publié, est de tout faire pour arriver à Bangui. On ne peut donc pas se focaliser sur uniquement ce qu'il y a eu au niveau des provinces où on dit que certaines villes ont été reprises pour crier victoire. Parce que la stratégie aujourd'hui des rebelles n'est pas de faire des combats d'arrière-garde, mais de venir porter un coup de poignard à la capitale centrafricaine. La République centrafricaine vit donc un autre tournant de l'histoire après ce qu'il y a eu en 2013 avec le départ de Bozizé, chassé par les rebelles de la Seleka, et dont on croyait définitivement oublié de l'histoire. Mais il est revenu en s'agenouillant et, bien sûr, quelque temps après, on annonce que c'est bel et bien lui qui est à la tête de la coalition de la CPC, de ce groupe qui est décidé à entrer à Bangui. De notre côté, on a un régime qui communique à tort et à travers, essaie de manipuler sans pour autant rassurer. Mais bien au contraire, ne fait que multiplier encore des interventions qui viennent de l'étranger. Aujourd'hui, on voit la République centrafricaine comme un pays qui a complètement perdu sa souveraineté. Au point où ceux-là qui prétendent être des panafricanistes, qui pourtant ont souvent critiqué les interventions étrangères, qui ne veulent pas la présence de l'ONU ou les soldats étrangers sur leur territoire, se retrouvent aujourd'hui à applaudir qu'il y ait des militaires portugais ou encore russes qui se retrouvent, et même libyens, qui se retrouvent en train de combattre auprès des forces centrafricaines, les FACA. Les FACA ne sont même plus mis en exergue. Mais aujourd'hui, on applaudit l'intervention de la Russie. Poutine est devenu Dieu, le nouveau libérateur qui est venu certainement chasser la France et qui va offrir le bonheur, la liberté, la souveraineté aux États africains. Tout comme aussi, on voit les militaires de Kagame qui sont arrivés et qui est devenu, lui, par la circonstance, le grand panafricaniste. Sans pour autant vouloir critiquer qu'un État puisse avoir des accords bilatéraux qui puissent faire que, lorsqu'il est en difficulté, qu'il puisse bénéficier de l'assistance militaire. Mais ces interventions posent aussi un autre problème. Le problème de ce qu'on peut appeler les ingérences et la perte de souveraineté dont je faisais état en préambule. Puisque nous savons très bien que la MINUSCA était bel et bien là, en République centrafricaine, avec 12 000 éléments. Et nous savons que ce sont ces éléments qui devraient être au front avec les forces armées de la République centrafricaine. C'est ainsi que ça fonctionne. Mais aujourd'hui, dans des combats, on applaudit ces gens qui nous rappellent les affreux des temps lointains, les mercenaires venus du Portugal, et que d'aucuns préfèrent qualifier des militaires grâce aux accords, qui tirent sur tout ce qui bouge, sauf que ils tuent encore d'autres Africains. C'est l'Afrique qui est blessée.
C'est l'Afrique qui est humiliée. Et ils ne viennent pas là gratuitement. Ils viennent là parce qu'il y a de l'argent et parce que la République centrafricaine, tout comme bon nombre d'États africains, sont des jardins d'Éden où les autres viennent s'empiffrer, viennent s'enrichir, viennent exploiter toutes les richesses naturelles, minières, pétrolières, et les populations sont dans la misère. Lorsqu'on voit ce qui se passe aujourd'hui, peut-on donc espérer que ça va profiter à la République centrafricaine? C'est d'ailleurs le président Touadéra, lui-même en meeting au stade, qui a dit on ne peut pas développer un pays avec les armes. Les États africains, malheureusement, ne peuvent qu'acheter des armes et ne peuvent que recruter des mercenaires pour continuer toujours à verser le sang et à défendre le pouvoir. Aussi vrai les dirigeants défendent les pouvoirs, aussi vrai les rebelles veulent le récupérer. Et finalement, c'est toujours le bas peuple qui subit. Oui, on parle de ce qu'on peut appeler les forces multinationales. Mais en réalité, on voit la résurgence d'un passé lointain avec l'histoire des mercenaires. Puisqu'on nous a tambouriné les oreilles avec cette histoire de la coopération russe dont beaucoup ont rêvé et dont on croyait apporter de la sécurité à la République centrafricaine, on se rend aujourd'hui que les Russes ne sont pas des magiciens, qu'ils ne sont pas les Rambo, qu'ils sont aussi des êtres humains. Où sont donc passés les Russes? Eh bien, lorsqu'on voit ce qui se passe sur le terrain, on se rend compte que malgré leur présence, jusqu'à présent, 70 à 80% du territoire centrafricain est occupé par des rebelles. Pendant ce temps, on nous parle d'une grande coopération militaire qui a été faite entre la Russie de Poutine et Touadéra avec la RCA. Mais en réalité, c'est ce qu'on appelle, encore une fois de plus, l'Afrique est tombée dans le piège des mercenaires. Puisque lorsqu'on voit la réalité, la République centrafricaine a traité et a signé des accords avec une entité qu'on appelle Wagner, qui est une entité privée, militaire, qui fonctionne avec les anciens soldats, qui d'ailleurs a été créée par un ancien lieutenant-colonel et qui est sponsorisé en sous-main par celui qu'on appelle le cuisinier de Poutine, qui a investi, qui s'est enrichi dans le domaine de la restauration et qui entretient de bonnes relations et gagne des marchés avec le ministère de la Défense. Les accords de coopération voudraient d'abord qu'on forme les militaires centrafricains qui puissent défendre leur territoire. On a donc vu, bien sûr, que 170 instructeurs russes sont arrivés pour former l'armée centrafricaine. Et par la suite, on nous a dit que la Russie allait offrir, après l'embargo qui avait été décrété sur les armes, et que l'ONU, le Conseil de sécurité de l'ONU a levé en 2017, permettant finalement à l'armée centrafricaine de pouvoir encore bénéficier des équipements militaires de la Russie et de la France. On a cependant constaté que les équipements qu'on annonçait sophistiqués étaient encore, une fois de plus, des équipements quasi périmés. Le 15 octobre 2020, avec son
conseiller en sécurité qu'il a désigné, un Russe, M. Touadéra, le chef de l'État, s'était lui-même déplacé à l'aéroport, pour l'aéroport de Mpoko, pour recevoir ce qu'on nous annonçait comme étant des chars de guerre, des chars légers. Grande a été surprise que le premier char était sorti, avait démarré, les populations avaient applaudi. Le deuxième char, à peine venait-il, parce qu'on nous parlait de 20 chars qui avaient été livrés par la Russie, le deuxième char n'avait pas démarré. Le troisième char n'avait pas démarré. Et finalement, on a demandé aux journalistes, coupez les caméras pour qu'on ne voit pas cela. Les populations amassées en bordure de route, par milliers, venaient applaudir cette coopération et ce matériel high technology qui était en train d'arriver en République centrafricaine ont été épatés de voir plutôt les chars se faire tirer par un camion-ben. Et pour que le camion-ben tire le char qui ne parvenait pas à démarrer, il fallait que les militaires attrapent la hernie discale parce qu'ils ont eu à porter des pierres pour mettre derrière le camion-ben, afin que celui-ci puisse tirer ces vieux machins de la deuxième ou de la première guerre mondiale, puisqu'en réalité, c'était des chars qui dataient de 1970. Voilà donc comment est-ce qu'on se moque des Africains. Les 500 personnes, les 500 Russes qui étaient arrivés en République centrafricaine, qu'on présentait comme des grands stratèges de guerre, comme ceux-là qui allaient faire de l'armée centrafricaine la première d'Afrique, eh bien, on les a plutôt retrouvés dans des exploitations minières. C'est là où ils ont excellé. À part ça, certains ont été installés la première vague dans la maison de Serge Bokassa, dans la maison de l'empereur Bokassa qu'il avait laissé, et l'ont logé là-bas, du temps où Serge Bokassa était ministre de l'Intérieur. Par la suite, il avait été relevé. Mais on a vu que ces Russes qui arrivaient ont surtout excellé dans ce qu'on peut appeler l'appropriation. Puisqu'aujourd'hui, la République centrafricaine peut au moins se targuer d'avoir beaucoup de bébés métis russes. Le combat nocturne, sans uniforme, a donc été la première victoire russe en République centrafricaine. Mais aujourd'hui, on ne les voit plus. La Russie, eh bien, ce n'est pas son armée qui est en République centrafricaine. C'est tout juste Wagner qui, bien sûr, a trouvé le terreau fertile depuis 2014 en Afrique. Wagner, qui s'est d'ailleurs retrouvé aussi dans la déstabilisation de la Libye, avec celui qu'on appelle le maréchal Haftar. On connaît bien ses interventions, mais aussi ses échecs là-bas. Wagner, donc, n'est pas une entreprise, n'est pas l'armée russe. C'est une entité privée. C'est ce qu'on appelle des mercenaires. Et il faut qu'on accepte cela. Aujourd'hui, en République centrafricaine, ce n'est pas l'armée régulière qui est mise en avant, et pourtant, c'est elle qui fait le job. C'est la MINUSCA, avec ses éléments qui viennent du Cameroun, du Congo, du Gabon, du Tchad. C'est la MINUSCA. Ce sont ces soldats-là qui sont mis au rabais. Mais les autres viennent avec leurs éléments. Ils viennent avec des juteux contrats. Ils viennent s'asseoir sur des exploitations. Ils profitent de la guerre. Ils se font payer très cher. Pendant ce temps, les Africains servent de chair à canon. Cette guerre, en République centrafricaine,
n'est donc pas à l'avantage ou du régime ou des rebelles. D'autant plus qu'aujourd'hui, le régime lui-même, bien que rassurant et montrant à peine des dents, ne sait pas où se trouvent les rebelles. Mais une chose est sûre, depuis samedi soir, il y a des rebelles qui sont discrètement entrés en République centrafricaine. Ils y sont et ils attendent de frapper le moment opportun. Il faut même dire qu'il y a une première vague qui était déjà entrée. Il y a de cela quelques mois, ils sont entrés comme des nomades avec des troupeaux de bœufs. Ils sont quasiment installés non loin du palais présidentiel. Quand peut-être on va voir le président Touadéra qui se dit qu'il est au PK5, qu'il est en sécurité, qui a redoublé, triplé sa garde. Il croit peut-être que les rebelles sont de l'extérieur. Les rebelles sont à l'intérieur. À l'intérieur de Bangui. Et c'est pour cela que on devrait, dans cette guerre, qui risque malheureusement d'embraser toute l'Afrique centrale, relever que la sécurité des États africains, tant qu'on va utiliser les mercenaires, tant qu'on ne pourrait pas nous-mêmes être capables de nous défendre, ça ne servira à rien. Oui, on peut applaudir aujourd'hui les soldats de Kagame qui sont arrivés suite à un autre accord. Et il y a des Portugais. Mais ça fait trop pour un seul pays. Et ça nous rappelle exactement la même erreur qui a été faite dans le passé avec ce qu'on appelait le Congo qui par la suite est devenu le Zaïre. Les gens qu'on applaudit aujourd'hui, tout comme des Russes, on avait applaudi à l'époque des mercenaires qui étaient célèbres, qui, disait-on, étaient là pour aider les dirigeants africains ou venaient mettre de la paix. Qui ignore le célèbre Bob Denard, qui a sévi en Afrique et qui parfois disait qu'il était du côté des régimes en place, mais qui en fait était, selon les intérêts, devenait allié de tel, devenait allié de tel. Pour l'instant, c'est l'exploitation sauvage de l'Afrique qui compte en permettant que les Africains s'entretuent. Quand Bob Denard est arrivé au Congo entre 1960 et 1963, eh bien, il avait été celui qui, en première position, combattait l'armée congolaise, avec même les troupes de l'ONU. Mais par la suite, lorsque Tchombe a été nommé Premier ministre, eh bien, en 1964, le même Bob Denard était déjà du côté de Tchombe. Il est resté du côté de Tchombe de telle sorte qu'il a même fait une mutinerie pour renverser Mobutu. Et quand bien même il s'est blessé pendant les combats, il s'est réfugié au Zimbabwe. Mais quand maintenant il voit que de tel côté il a échoué, après avoir fait un autre tour à Paris, il est revenu encore au Zaïre en 96, de 96 à 97, rappelé par Mobutu. Il combattait Mobutu. Cette fois-ci, il se met du côté de Mobutu. Pour combattre qui? Pour combattre Laurent Désiré Kabila. Est-ce que cela a empêché Laurent Désiré Kabila de vaincre Mobutu? Pourtant, on trouvait Bob Denard qui faisait les coups d'État à gauche et à droite comme étant un super puissant avec d'autres mercenaires, puisque d'ailleurs, à une certaine époque, avec Mobutu, c'est lui qui dirigeait le 6e bataillon francophone, qui était constitué de mercenaires ayant 24 nationalités différentes. Mais est-ce qu'ils ont tenu? On a
vanté le matériel qui venait de France, qui venait de tel endroit. Mais cette guerre, Bob Denard qui a ruiné l'Afrique pendant 40 ans, qui a même été décoré par Mobutu comme chevalier. Et par la suite, il a même eu la croix. C'est-à-dire que la croix de la valeur zaïroise de l'armée. Mais par la suite, est-ce qu'il a réussi à stabiliser et à protéger Mobutu? Les mercenaires viennent, ils exploitent, ils s'en vont. Et c'est ce qui est en train de se passer en République centrafricaine. Que les panafricains, soi-disant panafricanistes, qui ont tout oublié et qui aujourd'hui applaudissent les puissances étrangères, qu'ils ne se disent pas que après la France, les Chinois seront nos amis, ou alors les Russes seront nos amis, parce qu'il faut toujours compter sur les armées et les autres puissances. Non, chaque président ou chaque groupe de mercenaires vient pour ses propres intérêts. Ce n'est pas pour venir aider la République centrafricaine. Non. Regardez donc ce qui se passe. Ils bombardent, ils tirent à gauche et à droite. Ils auront certes quelques pertes. Mais par exemple, quand ils en ont eu quelques pertes en Syrie, chacun ou bien chaque famille de victimes avait eu 60 000 euros. Mais lorsqu'ils vont recruter les Africains, ils auront combien? Même pas 1500 euros. La guerre entre frères, au lieu de pouvoir résoudre cela en famille, appeler toujours des mercenaires, ça ne conduit nulle part à part le désastre. La guerre en République centrafricaine, qui est élection dans le sang, ce ne sera pas une élection. Parce que ce ne serait que une démonstration théâtrale de quelque chose qui sera d'ailleurs illusoire. C'est bâtir la démocratie ou alors le pouvoir sur du sable mouvant. On va s'y enfoncer tant qu'on ne peut pas véritablement discuter. Et tant qu'on ne fera que servir les intérêts des autres. Parce qu'aujourd'hui, les dirigeants africains, lorsqu'ils viennent au pouvoir, leur but, c'est d'y rester. Leur but, c'est de le confisquer. Quitte à signer les accords les plus diaboliques, vendre tout le peuple. Bozizé était bel et bien là. Carnassier, tueur, avec tout ce qu'il a pu commettre, il n'aurait jamais pu retourner et se relancer dans la politique. Mais il a été actionné, et tout le monde le sait, par la puissance, l'ancienne puissance coloniale, la France, qui est revenue dans le jeu, puisque, bien sûr que, de l'autre côté, Touadéra a offert un plateau d'argent à la Russie. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est une véritable guerre en sourdine, diplomatique, entre la France et la Russie. Et comme le dit un proverbe africain, quand les requins se battent, ce sont les écrevisses qui ont le dos cassé. Pour l'instant, vous pouvez le constater, la semaine dernière, on a d'ailleurs vu une guerre au niveau des réseaux avec Facebook qui a dit qu'il y avait au moins des milliers et des milliers de faux comptes qui ont été ouverts, des trolls, pour la désinformation entre la France et la Russie. La Russie qui tient une sorte de marionnette là-bas, la France qui tient aussi une sorte de marionnette de Bozizé quelque part là-bas. Et puis, ils
se bombardent. Et ce sont les petits soldats, la population civile, qui subit tous ces égoïsmes parce que les dirigeants africains n'ont jamais voulu le bien commun. Quand ils s'installent au pouvoir, ils vont signer n'importe quels accords. On sort de tel accord, on rentre dans tel autre. Et lorsque l'autre revient, il sort de tel accord, il repart dans un autre accord. Nous sommes dans un tunnel sans fin, dans un labyrinthe où malheureusement ne coule que du sang. République centrafricaine, pays si riche en matières premières, et aussi l'un des pays les plus pauvres, un pays éternellement plongé dans la guerre, un pays qui suscite toutes les convoitises, un pays aujourd'hui à toutes les puissances, et où malheureusement on va faire du théâtre et on va se sucrer encore sur le dos de ces malheureux. Cette élection qui devrait avoir lieu, aura-t-elle lieu? Même si elle a lieu, elle aura quelque crédibilité dans la mesure où même le chef de l'État, Touadéra, a été incapable d'aller faire campagne dans l'arrière-pays. Qu'il a dit donc pour prouver aux populations centrafricaines qu'il y a la sécurité en allant lui-même dans l'arrière-pays. Qu'il soit courageux d'aller avec ces Suisses, oh là là, ces Russes, là-bas. Et on verra, avant d'appeler les populations, d'aller se livrer à cette mascarade électorale. D'autant plus que même les opposants n'ont pas pu faire la campagne. Les candidats n'ont pas pu aller se déplacer. Comment peut-on donc organiser une élection présidentielle crédible avec cette communauté internationale qui appelle de tout cœur dans un pays occupé à 80 ou 70% par des rebelles, donc où il n'y aura pratiquement pas d'élection. La République centrafricaine se résume-t-elle uniquement au seul Bangui? Certains députés de son pouvoir, enfin, de son parti, ont tenté d'aller dans l'arrière-pays, dans le Grand Nord. Mais 200 de leurs véhicules ont été arrachés par des rebelles. Cette information, personne n'a voulu la donner. Lorsqu'on voit des montagnes de cadavres qui s'enchaînent, lorsqu'on voit les atrocités qui sont commises, peut-on aller dans une élection sans pour autant sécuriser les personnes et leurs biens? La République centrafricaine est dans un autre tournant. Et ce tournant qui se joue avec des faux communiqués, de fausses assurances et deux grandes puissances chapeautées par la communauté internationale, devrait au moins pousser les Africains, et particulièrement ceux de l'Afrique centrale et francophone, de réfléchir sur leur solidarité et sur leur politique. Ce qui arrive en République centrafricaine aura des répercussions graves au Cameroun et dans toute la sous-région, puisque on sait très bien qu'actuellement, le Cameroun et la République centrafricaine sont des pays frontaliers où il y a malheureusement une grave porosité. Même en bloquant les frontières, et il y a des petites pistes qui passent. Et il y a actuellement un afflux de réfugiés au Cameroun. Le Cameroun lui-même qui déjà est en insécurité, sans pour autant oublier que les rebelles qui étaient stationnés à la frontière du Cameroun et de la République centrafricaine vont profiter de cette avalanche de rebelles pour se mouvoir dans le territoire camerounais. Et raison pour laquelle, d'ailleurs, le gouverneur de la région de l'Est
pour marquer son inquiétude. Mais est-ce qu'on peut donc à la fois avoir un côté l'Est qui est déstabilisé, l'extrême nord qui est déstabilisé, le nord-ouest, le sud-ouest qui sont déstabilisés, et dire qu'on est en sécurité? Si la République centrafricaine tombe, eh bien, le Cameroun, malheureusement, risque aussi de tomber. Si la République centrafricaine devient le berceau des mercenaires, les mercenaires ne partent jamais en un an. Ils restent là, ils font et défont les régimes. Ils ne sont pas fidèles, seul l'argent leur impose fidélité. Ils sont fidèles à l'argent, aux matières premières, végétales, minières. Ils ne sont pas là pour nous aider. Ils sont là pour nous exploiter, pour nous voler et profiter du fait que nous sommes en train de bagarrer. La République centrafricaine est aussi, comme le Cameroun, au carrefour de cette zone ici convoitée qu'on appelle le golfe de Guinée. Ce golfe de Guinée qui attire toutes les puissances parce qu'il est richissime et parce qu'il est l'avenir du monde. Et voilà pourquoi est-ce que des guerres, alors qu'il y avait un embargo, ils ont laissé que les armes entrent. Les armes sont allées chez les rebelles, les armes vont chez Touadéra. C'est uniquement une guerre fratricide où il n'y aura pas de vainqueurs, mais que des vaincus, comme dans la guerre du Biafra. Les mercenaires ont déjà fait le tour de l'Afrique, que ce soit au Mali, que ce soit au Tchad, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit... Ils sont partout. Et Wagner n'est que le nouveau visage du mercenariat et non de la délivrance. Wagner avec la Russie, ce n'est pas cette société qui viendra délivrer les Africains du joug des Français. Non, parce qu'ils n'ont délivré personne d'autre. Chacun va faire son business, chacun va faire ses affaires, et tant qu'il y a la guerre, il y a de très bonnes affaires. Comme le disait malheureusement Nicolas Machiavelli en 1513, je cite, « On fait la guerre quand on veut, on la termine quand on peut. Face, tu es mort. Pile, je te tue. On m'appelle J. Rémi Ngonon. Dieu pardonne, moi pas.